Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Lancement du projet d'appui à la diaspora djiboutienne à travers le développement d'une stratégie nationale et une cartographie. Un atelier donc dans ce sens est tenu ce matin au ministère des Affaires étrangères. Et aux États-Unis, le FBI enquête sur les colis explosifs envoyés à Obama et au Clinton ainsi qu'à la chaîne de télévision CNN. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui jeudi un message de félicitations à la nouvelle présidente élue de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde. Dans son message, le président de la République a qualifié l'élection de Mme Sahle-Work Zewde à la magistrature suprême éthiopienne comme un heureux couronnement à une carrière remplie et exceptionnelle dans le monde de la diplomatie. Votre connaissance parfaite des dossiers à l'ordre du jour dans votre pays et votre aptitude inégalable à faire valoir des compromis vous seront de précieux concours pour vous acquitter donc à bien de vos nouvelles missions, a écrit donc le président Guelleh. Nul doute aussi qu'avec votre profil de dirigeante polyglotte ouverte sur plusieurs cultures et civilisations, votre pays trouvera moyen d'étoffer son réseau relationnel, source de plus grand rayonnement pour la nation sœur éthiopienne, a également noté le chef de l'État djiboutien. Le président Guelleh a clos son message en décrivant l'élection de Mme Sahle-Work Zewde comme une dynamique nouvelle allant dans le sens de l'accentuation du processus largement entamé d'intégration économique et sociale entre nos deux pays et nos deux peuples. Et je vous le disais il y a un instant, l'Éthiopie, donc pour la première fois, une femme est présidente. Les parlementaires éthiopiens ont désigné donc aujourd'hui à l'unanimité pour la première fois une femme, Sahle-Work Zewde, présidente du pays, après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Sahle-Work Zewde devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 ans. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine, et auparavant elle avait été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal, et la représentante permanente d'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, le bloc régional est-africain. Et avant de désigner la sexagénaire, les 2 chambres du président et du Parlement ont entériné la démission du président Melatou Teshome, qui occupait cette fonction depuis 2013. En nouvelle nationale à présent, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin en audience une femme écrivain Afar venue d'Éthiopie. Il s'agit d'une femme donc dénommée Fatouma Abit Mohamed en visite à Djibouti. Professeure de langue à l'université de Samara en Éthiopie, Fatouma Abito a déjà publié 2 œuvres déjà. Hier soir, elle était au siège de l'organisation de l'Union pour le développement de la culture, l'UDC, pour une soirée dédicacée donc seconde du genre. Le premier livre a souhaité donc la bienvenue et a félicité l'écrivain Afar Fatouma Abito pour son initiative et l'a encouragé à persévérer dans l'écriture des livres en langue Afar. Il a précisé qu'une femme donc écrivain est un symbole fort. L'écrivain Afar a remercié le Premier ministre Abdelkader Kamel pour son soutien et son appui. Et en marge des travaux du Parlement panafricain qui s'est réuni à Kigali au Rwanda, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed s'est rendu au mémorial du génocide rwandais où des milliers de citoyens ont été ignominieusement massacrés. Le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation se sont rendus à ce musée en compagnie de la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Mukabalisa Donatili. Et le président Ahmed donc a d'abord observé une minute de silence devant l'une des 14 fosses communes du mémorial où sont inhumés les corps de 250 000 victimes et y a déposé une gerbe de fleurs. Le mémorial du génocide retrace l'histoire du Rwanda depuis la colonisation belge jusqu'au génocide des Tutsis et des Hutus modérés, puis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Paul Kagame. En signant le livre d'or du mémorial, le président de l'Assemblée nationale s'est dit très bouleversé par la découverte des violences perpétrées, par l'impuissance et la détresse ressentie. Il a émis une prière à l'endroit des victimes et des survivants, notant que le président de l'Assemblée nationale a profiter de cette visite et de ces rencontres avec ses homologues africains pour faire du lobbying en faveur de l'ancien parlementaire Ali Soubane Ateye afin qu'il assume le poste de secrétaire général de l'Union des parlements africains.
Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OIM, a organisé une cérémonie de lancement du projet et a engagé la diaspora djiboutienne à travers le développement d'une stratégie nationale et une cartographie. Cette initiative a pour objectif général de contribuer au développement économique de Djibouti par la mobilisation de sa diaspora. L'enregistrement de la diaspora présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais aussi dans le Moyen-Orient. Ce recensement va permettre de cibler et de répertorier les compétences et les ressources ainsi que la détermination de leurs désirs et projets de retour pour contribuer au développement des assises donc que leurs instigateurs ont voulu comme une plateforme d'échange entre les membres de la diaspora et les responsables d'institutions nationales. Il a été fructueuse et un débat et des questions-réponses qui ont pu donc aider à chacun d'en savoir mais également d'échanger. Cette stratégie vise à sensibiliser et à inciter la diaspora de lancer des projets de développement durable dans leur pays d'origine tout en mettant à leur disposition les instruments nécessaires pour faciliter leur contribution. Et par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, donc optimiste, a souligné que la diaspora se doit de prendre part au développement économique de Djibouti dans un New Deal gagnant-gagnant inclusif. On l'écoute. Ministre de l'économie, je fais partie de ceux qui croient de l'apport considérable qu'une diaspora mieux engagée avec leurs origines peut apporter beaucoup de résultats. Je pense que c'est une première initiative d'avoir la diaspora qui s'organise également de leur côté, d'avoir une plateforme d'interaction, de voir dans quelle mesure on peut savoir nos compatriotes d'origine et qui aujourd'hui ont diverses nationalités et qui également ont diverses positions dans les pays d'accueil. Certains sont très haut placés dans des administrations des pays d'accueil. D'autres sont tout simplement des citoyens ordinaires de ces pays. En quoi leur expérience et leur vécu là-bas peut apporter ce qui nous manque ici à Djibouti, et en quoi Djibouti peut également stimuler leur participation à travers diverses initiatives. Ceux qui sont partis très tôt ont donné naissance à des enfants, lesquels enfants ont aujourd'hui plus de l'âge de la majorité, en âge d'emploi. Et pour certains d'entre eux, et on le sait, peut-être si on communiquait davantage entre nous, on aurait eu beaucoup plus d'exemples intéressants. Nous avons des génies djiboutiens ou d'origine djiboutienne qui sont à l'extérieur. Certains occupent des fonctions très élevées dans des organisations internationales, mais également dans les pays d'accueil, occupent des fonctions y compris électives. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, a indiqué que cette stratégie est d'une importance capitale car elle permettra de mieux se rapprocher et d'échanger afin de mieux sensibiliser la diaspora djiboutienne. Mesdames et messieurs, pour votre rappel, lors de la journée nationale dédiée pour la diaspora, l'ensemble des participants pour cette journée ont formulé des séries de recommandations afin que les diasporas djiboutiennes puissent contribuer efficacement au développement de la République de Djibouti. En effet, ces projets s'inscrivent dans le cadre des recommandations de la journée dédiée pour la diaspora, mais aussi dans le cadre de la mise en place d'une stratégie nationale pour la contribution de la diaspora dans leur pays d'origine. L'objectif principal de ces projets est de recenser tout d'abord les diasporas djiboutiens à travers une cartographie et un profilage, car il est important de planifier et de faire un état de lieu avant toute action. Et enfin, ces projets résultent de la volonté du gouvernement
d'institutionnaliser les engagements pour ces ressortissants qui se trouvent à l'étranger. Permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à la mission de l'OIM de Djibouti, son soutien indéfectible ainsi que ses efforts exemplaires et louables nous sont d'une très grande utilité. Merci de votre aimable attention. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a placé la diaspora au cœur du développement social, également à prendre part aux grands projets sociaux tels que les filets sociaux et d'être également les agents du développement social. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute quant à la volonté de l'État djiboutien de répondre favorablement aux propositions et initiatives relatives à la contribution de la diaspora au développement de ce pays. Cette contribution n'est pas seulement économique. Elle doit être aussi déployée sur d'autres formes, telles que la participation aux réformes de l'administration, à l'enseignement supérieur, aux études socio-économiques. Et ce n'est pas parce que nous sommes au ministère des Affaires étrangères que je le dis. Nous considérons les Djiboutiens à l'étranger comme autant d'ambassadeurs qui, de par leur comportement et leur surface de contact, pourraient améliorer l'image de ce pays à l'étranger, développer des flux touristiques en sa direction et drainer des investissements étrangers dans les régions. Notre pays dispose en effet d'un potentiel avéré pour la mise en place de projets innovants fondés sur une énergie propre, disponible à profusion et sur un modèle de développement respectueux de la nature et de l'environnement. Mais pour réaliser une telle mission, je pense qu'il serait utile de diffuser les documents qui existent dans ce pays. Notamment, je parle des documents de développement régionaux auprès de cette communauté djiboutienne à l'étranger, afin que chacun y retrouve et puisse participer au mieux à améliorer et financer ces projets ou opportunités qui sont dans notre entourage. Dans cet ordre d'idée, je proposerai également que les compétences djiboutiennes à l'étranger œuvrent en vue de tirer profit des opportunités financières et humaines dont disposent les régions à l'étranger et d'impliquer aussi leurs régions d'origine dans des dynamiques de coopération avec les régions de leur résidence. Le secrétariat d'État demeure bien évidemment ouvert et disponible pour accompagner ces réalisations. Nous rappelons certes nos compatriotes à l'étranger à fournir leur assistance aux populations vivant en situation de précarité. Mais nous les incitons aussi à investir dans des projets sociaux rentables socialement et économiquement. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, dans son allocution, dit donc d'être conscient du rôle que peuvent jouer nos concitoyens à l'étranger. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2035, il a indiqué que le gouvernement s'est attelé à associer toutes les forces vives où qu'elles se trouvent à cet ambitieux programme. Dans une situation d'interactivité, nous devons réfléchir avec cet état d'esprit. Nous savons que nous avons une jeune population qui, comme l'a dit le ministre de l'économie, a commencé à émigrer que récemment. Et je crois que si on dénombre, comme le disait également le ministre de l'Intérieur, le nombre de 50 000, et le représentant de Global Diaspora Djibouti l'a également évoqué, la cartographie prochaine nous donnera des chiffres et des statistiques beaucoup plus précises, beaucoup plus fiables. C'est à partir de cette base statistique que nous pourrons développer une stratégie de coopération et d'interaction entre la diaspora djiboutienne et les pouvoirs publics à Djibouti. Je ne me cantonnerai pas seulement au gouvernement, mais de manière générale les pouvoirs publics, voire la société djiboutienne de manière globale. Quand je parle de la société djiboutienne, je parle également d'autres parties prenantes, d'autres acteurs de la société, tels que le secteur privé, la société civile, etc., etc. Et donc cette stratégie sera inclusive, elle sera globale, et elle aura pour objectif premier de faire de notre diaspora une valeur ajoutée, une richesse qui apportera, je dirais, sa plus-value au développement de ce pays. En retour, il appartient au pouvoir public également, non pas seulement d'être récipiendaire de cette valeur ajoutée, de cette plus-value, mais également d'apporter, n'est-ce pas, ce qu'elle doit aux attentes, n'est-ce pas, de notre diaspora. Il y a beaucoup de choses que la diaspora attend. La diaspora n'attend pas des écoles d'excellence ou des hôpitaux
du style John Hopkins, etc., etc. La diaspora attend, je crois, et qu'on puisse les accueillir pour avoir des terrains, pouvoir construire, faciliter quelques entreprises quand ils ont des entreprises, faciliter leurs idées quand ils ont des idées à développer qui ne se retrouvent pas ici. Et le ministre de l'Intérieur l'a évoqué, peut-être un peu de manière crue. C'est vrai qu'au départ, le gouvernement a beaucoup offert comme projet à ceux qui venaient avec leurs idées. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé a reçu hier dans son cabinet le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale pour l'immigration, Jeff Labovitch, accompagné de la représentante du bureau OIM Djibouti, Lalini Virasamy. A noter que l'entrevue s'est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres et des directeurs centraux du ministère de la Santé. Les discussions ont principalement porté sur les voies et moyens de renforcer le partenariat fructueux entre le département de la Santé et l'organisme onusien qui est porté par de nombreux projets conjointement diligentés en République de Djibouti. Ou les activités qui sont menées en collaboration entre le ministère de la Santé et l'OIM pour prendre en charge, surtout en termes de soins, les migrants. La République de Djibouti, et plus particulièrement le ministère de la Santé, met énormément d'efforts et mobilise ses moyens pour venir en aide à ces migrants qui ont souvent besoin de soins médicaux. Nous avons discuté des projets qui sont en cours actuellement et des projets qui seront bientôt menés. Nous avons parlé principalement du projet à l'appui de la population haute dont le ministère de la Santé bénéficie à hauteur de 3 millions de dollars. Avec la présence du directeur régional de l'OIM, nous avons profité pour renforcer un peu les collaborations, les lignes de collaboration entre l'OIM Djibouti et le ministère de la Santé. Notamment, comme on le sait, on a lancé tout récemment ce projet du fonds fiduciaire sur la migration de 3 millions. Une somme de 3 millions sera allouée au ministère de la Santé pour renforcer les structures de santé, renforcer la résilience des communautés face à tout impact que la migration peut causer sur la santé. Et donc nous nous réjouissons de commencer ce travail avec le ministère pour une meilleure réponse sanitaire sur la santé. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la langue anglaise qui arrive en première position dans le monde comme étant une langue véhiculaire et reste aussi la langue la plus influente à travers le monde. Et comme chaque pays francophone, la langue anglaise n'était qu'une simple langue étrangère depuis des décennies à Djibouti. Mais au cours de cette dernière décennie, cette langue attire un grand nombre de Djiboutiens. Les causes exactes de ce bouleversement seront l'ultime objectif de notre reportage. Voici un document de reportage signé Khadir Guedi avec un commentaire de Mohamed Abdelrahman. Au cours de ces dernières décennies, la langue anglaise a eu des réputations exceptionnelles et sans précédentes. Les efforts fournis par l'État pour faire de Djibouti un hub international, les investisseurs étrangers se sont rués vers Djibouti et de ce fait, le gouvernement a voulu intégrer la langue anglaise sur le marché du travail qui est beaucoup sollicité par ces investisseurs. Depuis les États généraux de l'éducation en 1999, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a renforcé remarquablement l'apprentissage de la langue anglaise dans les milieux scolaires. Ce nouveau système exige que les enseignements de la langue anglaise commencent dès la première année du collège et d'autres processus sont en cours pour ramener jusqu'à la 3e année de l'école fondamentale. Voici l'interview de l'inspecteur chargé de la formation des enseignants et le suivi des enseignements de l'anglais pour le ministère de l'Éducation nationale, M. Abdelkarim Ahmed Hersi, qui nous témoigne des efforts de son ministère pour rendre l'anglais ce qu'il est aujourd'hui. Avant les États généraux de l'éducation, seul le collège disposait des programmes et au lycée, il n'y avait pas des programmes écrits. Mais après les États généraux, le ministère a mis en place des programmes scolaires de grande réputation. Puis les enseignements de l'anglais ont été ramenés dès la première classe du collège et puis nous attendons ramener jusqu'à la 3e classe de l'école fondamentale. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la langue anglaise a eu son souffle plus que jamais et ce grâce aux efforts du président qui a voulu intégrer sur le marché du travail. Pour mettre à terme cette intégration, le gouvernement offre des formations d'anglais à des milliers de jeunes diplômés. Dans le cas précédent, cette formation était dispensée par le ministère de l'Éducation et se faisait au sein du centre de formation. C'est sur ce volet que le ministère de l'Éducation nationale a paraphé un protocole d'entente et de partenariat avec l'Institut Oxford International Academy qui assure la formation de plus de 600 jeunes diplômés pour parler couramment l'anglais. Nous avons inauguré notre établissement en 2011. Nous disposons des formations à caractère professionnel en anglais,
D'autre part, on focalise la langue anglaise sous différents aspects. Comme ça, nous collaborons souvent avec des sociétés publiques et privées pour former leur personnel à maîtriser couramment la langue anglaise. Puis, il y a à peine quelques mois, nous avons signé un protocole d'entente et de partenariat au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la formation de plus de 600 jeunes diplômés en anglais. Cette initiative vient du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui souhaite intégrer la langue anglaise sur le marché du travail. Cette volonté fructueuse ne s'arrête pas aux côtés du gouvernement djiboutien. Eux aussi ont profité de l'apprentissage de la langue anglaise. À ce fait, presque une centaine des écoles privées anglaises ont ouvert leurs portes, surtout dans la capitale. Prenons cette fois-ci le cas de Cheikh Moussa, un quartier populaire de la commune de Balbala. Il en existe plus de 5 écoles privées qui accueillent plus d'une centaine des apprentis de la langue anglaise. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré le gérant d'une école privée à Cheikh Moussa. Je suis le gérant de cette école depuis quelques années. J'ai constaté que ces derniers temps, les gens s'intéressent à la langue anglaise. Au début, il y avait peu d'apprenants et ils étaient uniquement des élèves scolarisés et on ne faisait que des cours des soutiens. Au fil des années, la demande augmente et nous avons commencé à dispenser des formations linguistiques. En ce moment, nous recevons des travailleurs et des intéressés en vue de parler couramment l'anglais. Je peux dire que cette langue est une langue d'avenir, car notre pays attire les investisseurs étrangers qui créent des opportunités de travail basées sur cette langue. Ce point de vue est partagé avec plusieurs jeunes qui apprennent actuellement la langue anglaise. Je fréquente cet établissement pour que je puisse parler couramment la langue anglaise et partir travailler comme beaucoup d'autres jeunes qui fréquentent cet établissement. Cette langue qui a été auparavant ignorée semble désormais l'une des langues qui attire le plus chez les Djiboutiens. Toujours en nouvelle nationale, une formation de base sur la santé reproductive et l'hygiène a été donnée à quelques responsables du centre de regroupement des réfugiés yéménites à Obok, le centre appelé Al-Markazi. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a initié cette formation en collaboration avec le ministère de la Santé et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est revenu au docteur Ibrahim Dimbio d'assurer cette formation. Au cours de ces séances de formation, les représentants de l'UNFD ont sensibilisé les bénéficiaires et participantes sur les conséquences néfastes des MGF et les violences basées sur le genre. Et à Tadjoura s'est clôturé lundi dernier l'atelier de formation portant sur la collecte, la distribution et le contrôle d'un lait naturel de qualité. Cet atelier a été animé par le docteur Fatouma Mohamed, directrice de l'Institut de recherche médicinale au CERD, le centre d'études et de recherche de Djibouti. L'atelier de formation a été financièrement soutenu par la FAO, le conseil régional de Tadjoura ayant offert un local pour servir de point de rencontre. La cérémonie de clôture de l'atelier s'est déroulée en présence de l'adjoint du préfet de Tadjoura, du président du conseil régional et d'un représentant de la FAO. L'objectif principal étant de conduire une prospection et collecte du lait pour déterminer s'il existe des risques de maladies dans la brucellose ou la tuberculose bovine liée à la consommation du lait frais des chèvres, des chamelles et des vaches. Et de limiter leur propagation dans le temps et dans l'espace. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans le milieu rural, qui a été financé par la FAO et réalisé par la CERD en collaboration avec la direction de l'élevage. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du représentant de la FAO. Une production et une commercialisation d'un lait local qui serait sain et de bonne qualité. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la filière lait, que ce soit les éleveurs ou spécifiquement les producteurs de lait, en les informant sur les différentes étapes et les méthodes de manipulation durant la traite du lait, que ce soit la santé animale, la santé de la traite, la manipulation du lait, l'alimentation, le bien-être animal, etc. Ceci a permis de mettre l'accent sur la relation entre la sécurité des consommateurs et la bonne gestion économique, sociale et environnementale d'une ferme, afin de lutter efficacement contre toute transmission de zoonoses, comme vous le savez, dont la brucellose et la tuberculose font partie. Par ailleurs, cette manifestation contribuera également au programme stratégique de la FAO, notamment aux objectifs stratégiques visant à accroître la fourniture de biens et services provenant de l'agriculture, de la forêt, de la pêche.
L'Institut islamique célèbre la journée mondiale des enseignants et cet institut donc affilié à l'université islamique Imam Mohammed bin Saoud a organisé mardi donc une cérémonie consacrée à la célébration de la journée mondiale des enseignants célébrée officiellement le 5 octobre de chaque année. L'événement s'est déroulé dans la salle des activités de l'Institut en présence du chargé d'affaires de l'ambassade, du gardien des 2 saintes mosquées à Djibouti, du directeur de l'Institut ainsi que du directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale et des membres du corps professoral de l'Institut islamique. Au cours de cet événement organisé par l'Institut, chaque année, les élèves ont présenté donc des poèmes et des lettres soulignant l'importance du rôle de l'enseignant pour améliorer le processus éducatif, ce qui se reflétait de manière positive en ce qui concerne les résultats de l'éducation. Rappelons que le monde célèbre cette journée depuis 1994, conformément à la recommandation de l'UNESCO en reconnaissance du rôle de l'enseignant. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale a insisté sur le rôle joué par l'Institut islamique pour la diffusion de la langue arabe à Djibouti. Et pour sa part, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti a prononcé un discours dans lequel il a souligné que la journée de l'enseignant n'était pas seulement une journée de l'enseignant dotée d'une signification symbolique, mais était également une journée pour célébrer la science, la sincérité, le dévouement et le sacrifice. Les nations devaient les renforcer pour atteindre la renaissance désirée et préserver les acquis de la civilisation et les intérêts vitaux. Et à l'instar du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée donc lundi dans le poste de santé à la localité de Mouloud de la région de Dikil. Une vaste campagne de vaccination qui a regroupé toutes les mères et enfants âgés de 0 à 5 ans. On prépare également cette cérémonie de lancement de cette campagne, les autorités de la région et le médecin-chef du CMH de Dikil et des cadres du ministère en mission conduite par le conseiller du ministre de la Santé. Et dans une brève allocution prononcée à cette occasion, il a été rappelé que les autorités de la région et toutes les femmes ayant des petits-enfants âgés de 0 à 5 ans de prendre part à cette campagne et de se rapprocher afin de pouvoir vacciner leurs enfants et de ne pas rater cette occasion qui leur a été offerte. Et hormis Dikil, l'ART a également donc vu le lancement de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'était donc hier, dans le chef-lieu de la région. Cette cérémonie de lancement de cette campagne donc, a été présidée par le préfet de la région en présence des élus locaux, des OCAL, du médecin-chef de la région et d'un représentant du ministère de la Santé. Cette campagne se déroulera du 23 au 26 octobre et cible les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et à cette occasion, le médecin-chef a souligné l'importance de la vaccination pour les enfants et les tout-petits. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Feu Abdallah Burhan, survenu hier soir à Djibouti. Feu Abdallah Burhan occupait le poste de sous-directeur régional chargé du développement rural dans la région de Tadjoura. Dans sa jeunesse, le défunt était un grand sportif et le défunt laisse donc derrière lui une veuve, 3 enfants et plusieurs petits-enfants. Il était très connu et apprécié dans toute la République pour son leadership et son franc-parler légendaire. Très touché par le décès de Feu Abdallah Burhan, le Premier ministre a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita, les autorités de la région de Dikil, du conseiller régional Abdurrahman Younis, également de la région d'Obok, du préfet Hassan Dabele et du président du conseil régional Mohamed Hamed et du chef du village Hassan Meike, tous donc prient le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde à présent avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors en Somalie, Samatar, l'armée nationale somalienne abat 4 combattants Shebab dans le sud-ouest du pays. Effectivement Ahmed, l'armée nationale somalienne a tué 4 militants Shebab, dont un commandant, et a saisi des armes lors d'une opération militaire dans la région de Bakoul, dans le sud-ouest du pays. Et ainsi qu'il a ajouté que les opérations militaires se poursuivaient dans plusieurs zones, l'état sud-ouest, et avaient pour but de libérer le territoire régional des militants Shebab. Les militants Shebab, Ahmed, n'ont fait aucun commentaire sur les dernières avancées militaires enregistrées par l'armée et ont déclaré au contraire que ces combattants avaient mené des opérations et des attaques contre 2 bases de l'armée, Hansader
Afgoye et dans la région de Bay et du Bas-Chavel, respectivement dans le même État au sud-ouest. L'État du sud-ouest, Ahmed, se prépare à l'élection présidentielle du 17 novembre malgré les problèmes sécuritaires et les fréquentes attaques menées par les groupes militants. Et en Irak, ce matin, le Premier ministre irakien peine à constituer un gouvernement. Eh bien oui, Ahmed, Adel Abdul Mahdi, intronisé hier comme Premier ministre irakien, n'a pu constituer qu'un gouvernement partiel, Ahmed. La faute pour le moment à une absence d'accord avec le Parlement concernant plusieurs portefeuilles ministériels. Le Parlement irakien, Ahmed, a annoncé avoir accordé sa confiance à 14 ministres du gouvernement, dont l'indépendante Adel Abdul Mahdi, intronisé le même jour. Les postes pour les affaires étrangères ainsi que les finances et le pétrole ont été pourvus. La différence d'autres postes clés comme la défense et l'intérieur, le Parlement, Ahmed, a ensuite suspendu sa séance et a annoncé qu'elle reprendrait le 6 novembre pour attribuer les postes des ministres restent vacants. Les 220 députés, Ahmed, présents sur le 329 élus en mai au sein du Parlement, Ahmed, est très fragmenté, ont voté en faveur du programme gouvernemental d'Adel Abdel Mahdi. Et enfin, ce matin, c'était dans les titres aux États-Unis. Le FBI enquête sur les colis explosifs envoyés à Obama, au Clinton et à la chaîne de télévision CNN. Et oui, Ahmed, après l'émotion qui a suivi l'envoi des bombes artisanales des détracteurs de Donald Trump, la politique a vite repris ses droits. Le président américain a appelé hier au rassemblement, mais a souligné la responsabilité des médias dans la détérioration du climat actuel. Tandis qu'Ahmed, des démocrates, accusait le républicain d'attiser la violence. En quelques heures plus tôt, la journée, 6 alertes aux colis suspects se sont succédées à New York, Ahmed, en Floride, en passant par Washington, sans compter une fausse alerte en Californie, créant un climat de psychose. Aucune victime, Ahmed, n'a été signalée, mais les polices locales et fédérales ont été placées en état d'alerte. Le maire et le gouverneur de New York ont dénoncé une volonté de terrorisme. L'affaire a commencé dans la matinée lorsque le service fédéral chargé des protections et d'anciens présidents a annoncé avoir intercepté 2 colis contenant des agents explosifs potentiels. Il reste à décider si l'ex-secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton, qui réside dans la banlieue de New York, et l'ex-président démocrate Barack Obama, qui habite à Washington, sont visés, Ahmed. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.